Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Rudy Vervoort. Bonjour. Bonjour. Ministre-président de la région bruxelloise. Alors, Rudy Vervoort, comme vous allez créer bientôt un musée d'art contemporain, c'est devenu une espèce de spécialiste de l'art. Et donc, je voulais avoir votre avis sur cette fresque qui est apparue vendredi, Porte de Flandre, à la limite Bruxelles-Molenbeek. Alors, il s'agit en fait d'une scène d'égorgement qui ressemble à une œuvre du Caravage qui s'appelle Le Sacrifice d'Isaac. Donc voilà la fresque. Et donc elle pose question, cette fresque. Comme d'autres fresques, est-ce qu'il faut la garder, est-ce qu'il faut l'enlever? C'est quand même très violent, mais c'est une scène biblique. Qu'en pensez-vous? Oui, l'art... je pense qu'en art, il ne faut pas de limite. Et donc, maintenant, on est dans l'expression publique. Il faut trouver toujours un juste milieu entre les deux. Mais mon sentiment est plutôt d'accepter, de tolérer la création. D'autant plus qu'ici, on peut admirer une œuvre, enfin le pastiche d'une œuvre pour laquelle on payerait sans doute beaucoup d'euros pour aller la voir dans un musée. Donc, moi, je ne suis pas a priori pour interdire. Maintenant, évidemment, la limite, ce sera toujours l'ordre public, parce que ça pourrait susciter, peut-être, je n'en sais rien, des réactions négatives. Mais a priori, moi, je ne suis pas pour l'interdiction. Je suis plutôt pour autoriser l'expression artistique. Alors, les œuvres d'art, j'ai dit, c'est un peu devenu votre dada avec le prochain musée Citroën. Je ne suis pas encore un spécialiste de l'art contemporain. Ça va venir, le musée Citroën Vervoort, on va peut-être l'appeler. Non. Où en êtes-vous? Le gouvernement a déjà démarré une mission exploratoire, c'est ça? Oui, bien sûr. Donc, c'est au travers de la société qui gère en fait le patrimoine immobilier de la région qu'une mission a démarré au mois de janvier. Et donc, d'ici les vacances, nous désignerons, nous lancerons plutôt un concours international d'architecture pour pouvoir déterminer le projet en tant que tel, à la fois au point de vue architectural et au niveau programmatique, puisqu'il n'y aura pas qu'un musée d'art moderne et contemporain, l'espace est tellement grand, il y aura d'autres activités. Donc, c'est de définir le cahier de charge permettant après, évidemment, d'aller à la phase de réalisation. Et c'est votre ancien chef de cabinet, Yves Goldstein, qui s'occupe de ce dossier-là. Tout à fait. Alors, évidemment, ces derniers jours, on a beaucoup parlé de ce qui se passe au sein des partis traditionnels, et notamment du Parti socialiste. Est-ce que c'est facile de dire qu'on est socialiste? Il y a un militant, vous connaissez bien, c'est votre fils, il était agressé vendredi soir, il a raconté ça sur Facebook, parce qu'il est socialiste, agressé verbalement. C'est difficile d'être socialiste aujourd'hui? Moi, j'ai connu j'ai déjà une certaine histoire comme militant du Parti socialiste. Moi, j'ai adhéré au tout début des années 80. C'est assez cyclique en réalité. On a connu ça avec d'autres affaires où à certains moments, je me souviens qu'on titrait dans certains journaux très sérieux « Est-ce la fin programmée du Parti socialiste ?» Je pense que la force du parti, ça a toujours été de se régénérer, de se remettre en question. C'est jamais parfait, on le voit encore aujourd'hui, même si l'assiette est plus large que le Parti socialiste lui-même. On parle de pratiques publiques généralisées, donc il faut corriger. Je pense qu'à chaque fois, il faut pouvoir corriger. Mais je l'ai toujours dit, le débat doit rester uniquement un débat d'idées, un débat de paroles, ce qui est évidemment insupportable et inacceptable, c'est la violence physique. Cela doit être évidemment condamné. Et alors, dans le cas ici qui nous occupe, on parle d'un pas de côté demandé à Stéphane Moreau, une démission demandée à Paul Furlan. Vous revenez du bureau du PS. Est-ce qu'il y a un pas de côté qui est demandé à ces personnalités socialistes? Mais dans les règles qui vont être préconisées par le PS, ce type de situation sera évidemment impossible. Aujourd'hui, c'est parfaitement légal. Alors, en réalité... Donc le cumul bourgmestre-chef d'entreprise. Exactement. Ça, ce sera proscrit. Je pense que c'est une bonne mesure. Je l'ai dit, par rapport à Liège, il y a à la fois un vrai projet économique, c'est un vrai projet aussi public, contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'ailleurs, qui va à l'encontre aussi d'intérêts privés concurrents, notamment quand on parle des groupes de presse. On se souvient aussi de la polémique lors de rachat de certains titres par la société présidée par Stéphane Moreau. On parle de l'avenir et de... Exactement, et donc on se rend bien compte que ce sont des lignes qui, en bougeant, dérangent aussi. Mais en même temps, je crois qu'il faut être assez clair par rapport à la limite que l'on pose en termes
de cumul. Et donc, je crois qu'effectivement, on ne peut pas à la fois on peut pas être sur les deux tableaux. Et dans le cas du ministre Furlan, est-ce que le PS le lâche ou est-ce que le PS maintient une confiance? Que pensent les Bruxellois de ce qui se passe en Wallonie? Mais moi, j'observe que la majorité régionale et le ministre-président Paul Magnette continuent à soutenir Paul Furlan et j'en prends acte. Et le message d'aujourd'hui du PS dans la tourmente, c'est de dire, voilà, il y a de nouvelles gouvernances, il y a de nouveaux projets comme celui que vous avez présenté la semaine dernière? Oui, mais je l'ai présenté au mois de septembre, ce projet. Je l'ai affiné ici. D'ailleurs, je dirais que les rendez-vous médiatiques étaient pris avant que la déferlante ne redémarre, mais bon, ça c'est la vie. Vous n'aviez pas prévu Publifil, c'est ça? Ah non, pas du tout. Et donc, mais peu importe d'ailleurs. Ce que je pense, c'est qu'évidemment, ces réformes-là, elles doivent s'inscrire dans le temps aussi et pas dans l'espèce d'émotion permanente. Le projet que je porte est un projet à court, moyen et à long terme qui vise à réformer la gouvernance bruxelloise, pas uniquement les mandats communaux, paracommunaux, intercommunaux. Non, c'est aussi de revoir la gouvernance régionale. Je pense que les deux vont de pair, avec une réduction globale du nombre de mandataires, mais aussi corrélativement une revalorisation des mandats locaux et à terme arriver à l'interdiction pure et simple de cumul entre les deux mandats. Je pense que l'échelle bruxelloise, l'échelle urbaine de Bruxelles autorise ce type de réforme. Je l'ai dit ce matin au Parti socialiste, je dis, voilà, Bruxelles a une situation qui est différente de la région wallonne. Nous pouvons imaginer des mesures à l'échelle bruxelloise. Je comprends bien qu'au niveau wallon, ça ne soit pas possible, mais à l'échelle bruxelloise, on peut effectivement avoir des mesures de bonne gouvernance spécifiquement bruxelloise. C'est aussi ça le sens de la 6e réforme de l'État, c'est de donner de l'autonomie aux entités fédérées. Donc l'idée, c'est un mandat unique, à terme, oui. À terme bien rétribué, enfin bien rétribué sûr. Tout à fait correctement. Oui, mieux rétribué qu'aujourd'hui. Pour éviter le cumul. Voilà, puisqu'on aura diminué le nombre d'échevins, on diminuera aussi à terme le nombre de députés régionaux, c'est de faire en sorte qu'on va vers une professionnalisation, une transparence totale évidemment, une interdiction de cumul, voire de conflit d'intérêts. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut viser, c'est une bonne gouvernance, mais qui soit justement rétribuée. Parce que moi je m'inscris en faux aussi contre cette idée, et je comprends, mais quand on voit les montants cités, les montants de rémunération, il faut quand même être clair, le mandataire local, il en est très très loin. Et donc, et en même temps, on n'est pas là pour dire, voilà, vous gagnez trop, on va encore diminuer, c'est sans fin. On a connu ça précédemment, hein. On diminuait les salaires de 5%, de 10%, mais c'est jamais assez quand on s'inscrit dans ce mouvement-là. Non, je pense que ce travail-là, le fait de se consacrer à la politique n'est pas quelque chose qui soit nécessairement sale. Et donc, il faut pouvoir assumer ça, mais en toute transparence et dans des limites qui soient acceptables. À propos de transparence, il y a ce cas dont on a parlé la semaine dernière avec la filiale de Vivacois, les mines de pyrite, qui s'appelle Savena. Les mines de pyrite de Vedrin. De Vedrin, c'est ça exactement. Alors, vous avez dit, bon, il faut de la transparence, il faut aussi voir ce qui se passe. Yvan Mayer, qui est président de Vivacois, a dit aussi qu'il allait voir un peu ce qui se passait vraiment. Est-ce qu'il s'agissait de compléments de salaire pour la direction ou pas? Voilà, donc il faut préciser les choses, puisque Yvan Mayer l'a dit lui-même, même s'il participait, ne bénéficiait pas de rémunération liée à ça, puisque de toute façon, il applique, c'est logique, le plafond des 150%. Et donc le tout est de voir effectivement la pertinence, l'utilité de ce type de structure. Et là, très clairement, l'objectif que nous allons poursuivre, c'est le maintien de structures utiles, hein, parce qu'il ne faut pas non plus réduire pour le plaisir, le maintien de structures utiles. Si elles ne le sont pas, elles doivent disparaître. Ça, c'est très clair. Vous allez creuser le dossier des mines. Voilà. Alors, Bruxelles, l'avenir de Bruxelles, c'est important. Vous avez décidé les travaux de la E40, vous aviez déjà parlé de ce boulevard urbain. Vous aviez dit que ça allait démarrer en 2017 et finalement, c'est remis à 2018. Non, c'est-à-dire que... Non, parce qu'en fait, tout ça s'inscrit aussi dans le cadre de la rénovation d'une série de tunnels au niveau de Reyers. Et donc là, nous avons pris des options claires également sur la manière et sur le timing de rénovation de ceux-ci. Et puis, nous allons aussi poser les premiers gestes légaux, à savoir la déclassification de l'autoroute. Hein. Donc ça doit aussi suivre un parcours légal, parce que ce qu'on s'est dit, c'est que dans le contexte actuel, il fallait surtout éviter soit les conflits d'intérêts, soit les recours au Conseil d'État. Vous voyez, et donc je pense qu'il faut stabiliser juridiquement le dossier. Ça veut donc dire qu'on ne va pas mettre en place... je dirais, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, très clairement, le moment où nous allons réduire,
ça correspondra à la réalité légale, au statut légal de la voirie, et donc nous allons travailler dans l'ordre. Pas question d'avoir des chantiers qu'on doit arrêter à cause de recours, par exemple, comme ça existe ailleurs dans la région d'ailleurs. Alors, le plan régional de développement durable, vous l'avez lancé, il est maintenant publiquement accessible et surtout accessible aux remarques et aux critiques. Bien sûr. On a jusqu'au 13 mars Bien pour sûr, réagir. Qu'est-ce que vous attendez de ces remarques Mais c'est je dirais ce qu'on appelle le brainstorming, c'est-à-dire que finalement, l'avenir de Bruxelles, ça concerne tous les Bruxellois, tous ceux qui vivent ici et maintenant à Bruxelles, et donc chacun a son mot à dire. C'est le sens de la communication que nous portons d'ailleurs, c'est de prendre en compte les préoccupations locales, les préoccupations du citoyen, et c'est d'essayer, à terme, l'objectif et l'ambition, c'est d'en faire la synthèse pour pouvoir présenter un projet cohérent dans l'intérêt de l'ensemble des Bruxellois. Alors, est-ce que vous vous dites qu'il faut absolument atteindre, je ne sais pas moi, 1000 réponses, 10 000, 100 000 réponses pour que ce soit valable, ou c'est juste indicatif ce qui va arriver ? Le chiffre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je pense que d'ailleurs, c'est toujours très risqué de commencer à dire, parce qu'après, on va dire, ah, mais ils n'y sont pas arrivés, donc ça n'est pas... Oui. On connaît ça. Donc, non, moi, j'espère évidemment que cette consultation soit la plus large possible. Les communes y participeront également, l'ensemble des forces vives. Donc, je ne doute pas que nous aurons un nombre de remarques équivalent au volume du plan lui-même. Alors, une dernière question sur la route. Les primaires en France, les partis socialistes, on revient à un autre parti socialiste. Ouais. Quel est votre candidat des deux sélectionnés du deuxième tour, Hamon ou Valls ? Alors, pour un tas de raisons, mais ça va d'une vision qui me correspond plus, sauf peut-être le revenu universel. Mais donc, vous voyez à qui je veux en venir. Oui. Je pense que Benoît Hamon me semble être le candidat, pas le mieux à même nécessairement de gagner, mais d'être celui qui donne un espoir et une feuille de route aux socialistes français qui en ont bien besoin. Merci Rudy Vervoort. On se retrouve demain pour une autre interview. Bonne journée, bonne soirée.